Bienvenue si vous nous rejoignez. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres du journal à la une de l'actualité. Déplacement difficile à Kinshasa. Après chaque pluie, celle qui s'est abattue de nouveau sur la ville la nuit de jeudi à vendredi 15 avril a occasionné des inondations au quartier Funa dans la commune de Limete. À suivre dans ce journal les cris de détresse de la population de ce quartier. À suivre également les secteurs des transports dotés d'un programme d'action prioritaire. La nouvelle est tombée à l'issue des travaux d'élaboration de la stratégie sectorielle du programme d'action prioritaire organisé à Kinshasa et conduit par Marc Kekila, vice-ministre des Transports, voie des communications et désenclavement, délégué par son titulaire, Chéribin Okende. Enfin, à la Chambre basse du Parlement, la plénière sur la réforme électorale renvoyée pour mercredi 20 avril prochain, compte tenu du refus des députés FCC de participer aux travaux. Ces élus accusent le président de l'Assemblée nationale de faire passer des lois en faveur du chef de l'État. C'est tout pour les titres. Merci de nous faire confiance. Madame, Messieurs, bonsoir. Tête à tête entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et le directeur principal du programme Afrique de la Fondation nationale pour la démocratie, Dave Peterson, venu pour lui rassurer de son soutien au processus électoral en cours en RDC en prélude des élections de 2023. C'est un reportage de Daniel Kamboa. Regardez. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a eu ce jeudi 14 avril 2022 un tête-à-tête avec le directeur principal du programme Afrique de la Fondation nationale pour la démocratie, Dave Peterson, qui lui a donné des assurances du soutien de cette organisation quant au processus électoral en cours en RDC en prélude des élections de 2023. Nous sommes une organisation qui s'appelle le National Endowment for Democracy. Nous sommes une ONG internationale basée à Washington. Nous faisons la promotion de la démocratie. Et bien évidemment, pour le Congo, qui est notre plus grand programme, nous avons des priorités. Et la promotion des élections libres et transparentes font partie de ces priorités-là. Et donc, comme nous sommes au Congo, nous voulons faire un petit arrêt, dire un petit bonjour, informer à la Commission que nous sommes ici, de notre présence, et d'exprimer notre solidarité et le support du processus démocratique ici, et avec beaucoup d'espoir que le Congo aura des élections transparentes, libres, inclusives. Et donc c'est pour cela que nous sommes ici. Nous avons eu une très très bonne audience, et le président nous a rassuré que les élections seront libres et indépendantes. Le processus va dérouler avec beaucoup de transparence. Créée conjointement par les Républicains et les Démocrates en 1983, la Fondation NED, qui a le soutien du Congrès américain, est engagée sur tous les fronts où la démocratie constitue un combat garantissant la liberté d'expression ainsi que le respect des droits inaliénables des citoyens en plus de la souveraineté de la loi. On va se rendre à l'Assemblée nationale, refus du FCC de participer à la plénière de l'Assemblée nationale du jeudi 14 avril. Ils protestent contre l'examen des propositions de loi portant modification de la loi électorale. Suivez plutôt ce reportage de Jules Millet rendu ici par Bienvenue Yaï. Le Front commun pour le Congo, FCC, a séché sa participation à la plénière de ce jeudi 14 avril consacrée à l'examen du projet de loi sur la réforme de la loi électorale. Dans une déclaration faite par François Nzekouye, la plateforme de l'opposition de Joseph Kabila affirme avoir appris avec étonnement la programmation de l'examen de cette loi sans qu'un consensus politique soit trouvé. La famille politique du sénateur à vie Joseph Kabila dénonce la dérive dictatoriale, la violation intentionnelle de la Constitution en vue de préparer la tricherie aux prochaines élections. Nous, députés nationaux, membres du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, tirons une fois de plus la sonnette d'alarme sur les dérives dictatoriales orchestrées par le président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée pour la nation, famille politique du président de la République. C'est avec étonnement que nous avons reçu mardi 12 avril 2022, tard dans la soirée,
le message de convocation d'une plénière pour ce jeudi 14 avril 2022 afin d'examiner la proposition de loi modifiant la loi électorale, et cela sans aucun consensus et été préalablement dégagé entre les forces politiques et sociales. Rappelons ici que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et la loi électorale en cours ont fait l'objet d'un consensus entre 2011 et 2018. Nous rappelons à l'opinion publique que les réformes électorales doivent faire l'objet d'un très large consensus entre tous les acteurs concernés afin d'éviter au pays des élections chaotiques, source de frustration et de conflits. Dans sa déclaration, le FCC exige une cour constitutionnelle conforme à la Constitution et une commission électorale nationale indépendante recomposée, comprenant les représentants légitimes de l'opposition. Rappelons par ailleurs que, lors des échéances électorales de 2006, l'UDPS avait fait la politique de la chaise vide, une position qui n'a nullement payé, et le train électoral sous le régime Kabila ne s'est pas arrêté, si alors que la CENCO et l'FCC s'étaient dit favorables à cheminer vers un consensus autour du processus électoral en République démocratique du Congo. Je le disais dans les titres, clôture jeudi 14 avril des travaux d'élaboration de la stratégie sectorielle et du programme d'action prioritaire des transports par les vice-ministres des Transports et Voies des Communications, Marc Ekila, organisé à Kinshasa avec l'appui technique du ministère du Plan et les partenaires. Daniel Kamboa nous en parle. Le vice-ministre des Transports et Voies des Communications, Marc Ekila, a procédé le jeudi 14 avril 2022 à la clôture des travaux d'élaboration de la stratégie sectorielle et du programme d'action prioritaire des transports, organisé avec l'appui technique du ministère du Plan grâce au financement du programme des Nations Unies pour le développement et l'Agence coréenne des coopérations internationales. Les résultats de ces travaux servent désormais des repères dans les actions public du secteur des transports. Donna Bangula, secrétaire général au transport, voies des communications et des enclavements, a eu au cours de cette cérémonie organisée à Kinshasa présenté la synthèse de ces deux documents du diagnostic sectoriel à la mise en œuvre en passant par la politique des transports et les programmes d'action. Le plan stratégique national de développement, le PNSD, envisage qu'en 25 ans, les potentiels des secteurs extractifs et agricoles de la RDC soient mis en valeur. Le secteur de transport s'inscrit dans les 4 piliers du PNSD sur l'aménagement du territoire, reconstruction et modernisation des infrastructures, devant assurer plus d'inclusivité spatiale et de réduction de manque de centralité du territoire congolais. Tout en saluant les conclusions de ces travaux qui rencontrent les assignations du ministère, le vice-ministre des Transports et Voies des Communications a félicité les experts avant de clôturer officiellement les travaux. Mesdames et messieurs, c'était ainsi avec satisfaction que le ministère des Transports note que l'essentiel des actions ciblées converge pour l'atteinte de la vision définie, celle de doter la République démocratique du Congo d'un système de transport multimodal durable, performant, accessible et sécurisé au service de l'intégration nationale et régionale, du développement économique et social et de la réduction de la pauvreté. S'en est suivi la remise officielle par le secrétaire général au transport de 2 documents au vice-ministre qui a promis de les amener au gouvernement pour approbation. Et en société, l'insalubrité bat son plein dans différents coins de la capitale congolaise après chaque pluie, notamment au quartier Funa où les maisons sont exposées. Suivez plutôt ce reportage de Jemima Bolumbu rendu ici par Bienvenue Aïe. Regardez. Plusieurs coins de la capitale congolaise sont inondés après la pluie qui s'est abattue la nuit du 14 au 15 avril à Kinshasa, notamment les quartiers Funa dans la commune de Limete. Des maisons inondées, des caniveaux non curés. Tel est le constat fait par la rédaction des Congo Belge à la suite de cette pluie. À cet effet, les résidents de cette contrée de la capitale se sont exprimés au micro des Congo Belge Télévision. Bon,
Nous sommes au quartier Funa, à la première rue du Landos. Nous sommes fatigués de parler. Nous sommes inondés. Nos biens sont détruits. Et cela depuis plusieurs années. Le programme Kinbopeto existe-t-il vraiment? Parce que jusque-là, nous n'avons rien constaté ici. Vous remarquez la présence des bouteilles en plastique et beaucoup d'autres déchets. Nous sommes toujours à Funa en direction de l'OVD où le pont a presque disparu suite à une certaine négligence. Que le président envoie des agents afin de faire le constat. Il avait lui-même dit que le pays est déjà par terre. Sous l'œil impuissant du gouvernement, ces derniers lancent à nouveau un cri d'alarme aux autorités compétentes capables de pallier à cette situation. Je suis un résident de Limité depuis 1986. Nous n'avons jamais connu le bourgmestre de Limité. Nous sommes non loin de la rivière Kalam, qui autrefois a causé plusieurs dégâts matériels. Mais à ce jour, un silence radio s'observe de la part des autorités. Que le bourgmestre fasse une descente afin de constater ce fait. L'OVD qui est non loin n'a jamais envoyé même un ingénieur. Que le gouvernement trouve une solution. Parce qu'en 2023, nous ne voterons pas dans de telles conditions. Signalons que la capitale congolaise, qui autrefois était appelée Kinlabel, a perdu son éclat. Et d'une commune à une autre, sur l'avenue Kasavubu, les caniveaux bouchés occasionnent des inondations au point d'entraver la circulation normale des véhicules et des personnes. Les détails dans ce reportage de Jacques Mounene, rendu ici par Bienvenue Aïe. Regardez. Une rivière artificielle s'est créée après une pluie abondante qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa, sur l'avenue Kasavubu, ce 15 avril. Débordement d'eau de pluie de l'artère principale jusqu'au cours des parcelles qui empêchent des habitants de sortir normalement de leur maison. Perturbation de circulation routière, quelques véhicules et motos contraints de prendre l'essence unique pour mieux circuler, de peur que les moteurs absorbent de l'eau, comme celui de ces motards qui ne démarrent plus. En marge de la pluie, cette situation est causée par des caniveaux non curés le long de l'artère Kasavubu, un problème qui date de plusieurs mois. Si alors que la dernière fois, ces caniveaux ont été curés par les services d'assainissement municipaux et cela remonte à l'année passée. Direction les Hauts-Katanga où le gouverneur de province Jacques Kiaboula a clôturé jeudi 14 avril la table ronde sur la pisciculture à Lubumbashi. Ces assises avaient pour objectif d'apporter des solutions innovantes dans la relance et la production piscicole dans le Haut-Katanga. Plus ces détails avec Daniel Kamboa. La projection des mini-documentaires sur la lutte contre l'insécurité alimentaire dans les Hauts-Katanga a introduit cette cérémonie de clôture. Des bases solides pour relancer la pisciculture dans la province ont été posées grâce à la participation active de toute l'intelligence aux assises de Lubumbashi. La production actuelle du poisson s'élève à 170,4 tonnes de poissons d'étage et la population provinciale est estimée à 6 millions d'habitants, ce qui conduit à une demande annuelle de 30 000 tonnes. La table ronde s'est proposée d'atteindre les 60 000 tonnes de poissons par la pisciculture pour offrir aux Hauts-Katangais au moins 10 kilos par habitant et par an. Pour y parvenir, il a été mis en place une commission de suivi des résolutions de cette table ronde. Devant les gouverneurs des provinces Jacques Kiaboula Katoué, les présidents de l'Assemblée provinciale Michel Katebe et bien d'autres autorités, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Alimentation, Ars Joseph Kaumba, a invité les opérateurs aquacoles et du monde scientifique ainsi que tous les participants à la table ronde à s'approprier toutes les innovations pour matérialiser ces projets. Le gouverneur des provinces Jacques Kiaboula Katoué a apprécié l'engagement, l'assiduité et la participation active de tous aux travaux. Nous venons, avec votre remarquable implication,
déposer les bases de ce que devra être le partenariat public-privé que je veux gagnant-gagnant, tel que l'impulse son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai la ferme conviction que les semences que nous venons de mettre en terre et qui viennent déjà de germer à travers les voies tracées vont vite croître et arriver à maturité, à l'instar de l'expérience que mon gouvernement a désormais au sujet de la culture du maïs à travers les villages agricoles. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe a remis aux participants le brevet des mérites. Toujours dans la province cuprifère, à l'issue de cette table ronde sur la pisciculture, quelques participants ont apprécié à juste titre ce projet et ont pris la résolution de s'y investir à fond pour parvenir aux résultats escomptés en impactant le panier de la ménagère du Haut-Katanga, propos recueillis par Daniel Kamboa. J'ai vu comment des professeurs des universités, ils ont dégagé l'intelligence pour donner des recommandations. Et si nous mettons ça en pratique, je crois que d'ici là, dans moins de 6 mois, vous allez voir des résultats et faire pérenniser ça. Et c'est pourquoi vous avez vu parmi les recommandations, première recommandation, on a demandé à l'Assemblée d'élaborer un édit pour soutenir ces projets. Nous le faisons, cette recommandation, notre premier objectif de cette session. Nous l'avons commencé avec le maïs. Aujourd'hui, vous et moi, ce n'est plus des choses à démontrer. Donc, avec la même stratégie, la même vision, nous sommes confiants. Mais aussi avec l'approche souvent qu'il applique d'impliquer tout le monde. Les scientifiques, le gouvernement, les décideurs et nous les pratiquants, ils nous impliquent pour donner des réflexions. C'est déjà une première dans cette République, une première dans cette province et ça montre le dynamisme de notre vaillant gouverneur, Jacques Kabula Katwe, qui jour et nuit ne cesse d'engager beaucoup d'efforts pour ramener cette province de l'avant. Sur les plans agricoles, je pense que nous, en tant qu'acteurs dans le secteur, nous ne pouvons que l'accompagner. Maintenant, il faudra que les acteurs s'y mettent pour qu'ils prouvent à l'autorité que son idée est géniale. Vous savez que nous dépendons pratiquement en matière de poissons de l'Afrique du Sud et de la Chine. Mais arriver à produire nous-mêmes, ça sera un grand pas qui va résorber le chômage, qui va faire face à l'autosuffisance alimentaire parce qu'il y a une carence en poissons. On va parler santé dans ce journal. Près de 11 millions de Congolais pourront être vaccinés contre la COVID-19 d'ici la fin du mois de juin prochain. C'est ce qui ressort des échanges que la vice-ministre de la Santé a eu avec une délégation des partenaires techniques financiers venus de Genève. C'était jeudi 14 avril au cabinet du ministère de la Santé. La suite en images. La vaccination concernera en premier les prestataires de santé, les personnes âgées ainsi que les personnes vulnérables. L'affirmation vient de M. Ted Chaiben, chef de la délégation venue de Genève en Suisse. Justement pour l'administration du vaccin contre la COVID-19, l'objectif étant d'appuyer la République démocratique du Congo dans sa campagne de vaccination contre la pandémie à COVID-19. Du côté des partenaires, nous sommes engagés à assurer que les ressources financières et techniques soient à la disposition du pays pour que la campagne ait du succès. Nous avons demandé et salué le leadership du gouvernement, en commençant par son Excellence et du ministère de la Santé, pour assurer que cette campagne ait tout le succès escompté. La campagne cible 11 millions de Congolais d'ici la fin du mois de juin et travaille à atteindre ces 11 millions de Congolais avec la vaccination contre la COVID-19, cette maladie qui continue à affecter tout le monde. À la fin de leur mission en RDC, la délégation était allée rendre compte à la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba-Nkoulou, des résultats de leur mission. Merci, Excellence.
Ce journal est terminé, mais avant de vous quitter, je vous en rappelle les principaux titres. Déplacement difficile à Kinshasa après chaque pluie, celle qui s'est abattue de nouveau sur la ville la nuit de jeudi à vendredi 15 avril a occasionné des inondations au quartier Funa dans la commune de Limete. Vous avez suivi dans ce journal les cris de détresse de la population de ce quartier. Et puis les secteurs des transports dotés d'un programme d'action prioritaire. La nouvelle est tombée à l'issue des travaux d'élaboration de la stratégie sectorielle du programme d'action prioritaire organisé à Kinshasa et conduit par Marc Ekila, vice-ministre des Transports, voie des communications et désenclavement délégué par son titulaire, Chérubin Okende Senga. À la Chambre basse du Parlement, la plénière sur la réforme électorale renvoyée pour mercredi 20 avril prochain compte tenu du refus des députés FCC de participer aux travaux. Ces élus accusent les présidents de l'Assemblée nationale de faire le forcing pour faire passer les lois en faveur du chef de l'État. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes des Congo Buzz Télévision. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, je vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes.